Coucou, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Moi, en tout cas, j'ai la pêche. Tout d'abord, je voudrais remercier ceux qui m'ont envoyé leurs encouragements d'une manière ou d'une autre, qui ont fait connaître cette chaîne à leurs contacts et qui font en sorte au quotidien qu'elle soit découverte et suivie le plus largement possible. Vous savez, quand on croit à un projet, la plus douce satisfaction, c'est que ce soit partagé. Alors continuez, faites connaître, invitez, et de mon côté, je ferai tout pour que mes vidéos répondent à vos attentes. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie, bien que le temps me soit compté, je ne manquerai pas de vous répondre. Dans ma prestation précédente, je vous avais proposé de méditer sur la question suivante. Peut-on aimer sans s'aimer soi ? Et ce n'est pas un hasard si j'aborde ce sujet un 14 février. Mais au fait, c'est quoi ce jour-là en plein milieu de l'hiver ? Entrons dans la légende. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin, du 14 février, était fêté comme la fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Cependant, pour d'autres, on doit la fête des amoureux à Claude II, empereur romain qui fit annuler toutes les fiançailles de l'Empire pour éviter que ses soldats soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Furieux, un prêtre catholique nommé Valentin décida de marier en secret les amoureux. Comme vous pouvez le constater, l'origine ne fait pas totalement consensus. Mais qu'importe, la Saint-Valentin, seule ou accompagnée, on ne peut guère y échapper. Et des fois qu'on voudrait s'en protéger, les piqûres de rappel sont protéiformes. Mail, SMS et pub en tout genre. Mais non, ce n'est pas une fête commerciale. Mais non, juste une mise en exergue pour nous faire ingurgiter du cœur love bien sirupeux et surtout exciter notre propension à la consommation de roses rouges, de petits chocolats ou de lingerie fine, voire de menottes en fourrure ou de combinaisons en latex pour peu que vous soyez fan de 50 nuisances de Valentine. Mais non, oh le mauvais esprit. Ouh, quelle est vilaine la fille. Ah non, hein, je vais pas commencer par vous biberonner au sarcasme sur cette chaîne. Donc j'arrête sur le registre. Cupidon. Ok, je vous vois venir avec l'argument indiscutable. Certes, mais c'est une tradition tout de même. Argument fallacieux et manichéen auquel mon mauvais esprit serait tenté de répondre que derrière le mot tradition se nichent entre autres la corrida, la chasse et autres massacres du terroir. Je suis vraiment vilaine aujourd'hui. Bref, revenons à nos moutons sans analogie aucune, bien évidemment. Tradition pur jus donc qui, dans le maelstrom du bonheur artificiel qu'elle véhicule, va attrister ceux qui ont perdu l'amour ou qui ne l'ont pas trouvé. Celles qui ont décidé de vivre seules étant limite mises au banc de la société ce jour-là. Bon allez, on recolle au sujet. Balance ta Saint-Valentin. Basta. Donc, faut-il s'aimer pour aimer ? Ou d'une manière plus explicite, comment peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas ? Je serais tentée de dire que tout mettre en œuvre pour s'aimer soi doit demeurer la priorité. Certains s'écrieront spontanément « Bien sûr que si, c'est possible d'aimer même si on ne se supporte pas ». Mais comment voulez-vous croire en quelqu'un qui vous assure de son amour inconditionnel alors que vous-même détestez ce que vous êtes ? À vos yeux, c'est une supercherie. Il ne peut être sincère. Ou il vous ment, ou c'est de la pitié et ces « je t'aime » ne sont que des éléments de langage. Soyons pragmatiques. L'amour de l'autre passe d'abord par l'amour de soi. Et faire fi de ce constat, c'est risquer de mettre à mal toute relation de couple. Le conjoint s'apparentant alors à un palliatif à vos carences émotionnelles, à vos échecs non dépassés, à vos fêlures non cicatrisées. Et voilà que votre prince endosse le costume d'un psy de substitution jusqu'à ce qu'un beau matin, il enfourche son cheval pour disparaître et aller réveiller une autre princesse qui, elle,
ne sera pas forcément plus jeune ou plus belle, mais qui aura résolu ses propres problèmes. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur le résoudre ses problèmes. Toutefois, je pense que cela pourrait faire l'objet d'une vidéo à venir. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. À ce propos, je vous invite une nouvelle fois à donner votre avis, à poser des questions et éventuellement à suggérer des thématiques. Ok, allez, fini les digressions. Donc, partant de l'a priori qu'on a peu d'estime pour soi, il va être compliqué d'accorder un quelconque crédit à celui ou à celle qui va dire nous déclarer sa flamme, le situant au mieux dans la flatterie ou au pire dans le mensonge. Et admettant que l'amour parvienne à faire au début dépasser ce handicap. La relation s'essoufflera car personne n'a envie de partager sa vie avec quelqu'un qui se déprécie, se dévalorise et se sent inférieur. L'exagération de ses défauts et l'amplification de ses erreurs ne sont en rien touchantes, mais témoignent de problèmes antérieurs qui perdurent et dont la solution ne passe pas par le couple. On apprend à marcher avant d'apprendre à courir, sinon on se casse la gueule. Et le pire, c'est que ce faisant, on entraîne parfois l'autre dans sa chute. Un conjoint n'est pas là pour vous réparer et moins encore pour vous assister dans le sens péjoratif du terme. Il est là pour partager vos joies et vos peines, certes, mais pas pour éponger les dégâts que d'autres ont commis. Donc apprenez à marcher, ou tout du moins réapprenez si vous ne savez plus. Et ensuite, laissez-vous aimer, mais jamais n'attendez de l'autre qu'il se substitue à un thérapeute. Décider d'aller mieux et soigner son mal est une démarche personnelle et intime qui n'a absolument rien à voir avec le couple. Autant on peut évoquer des souvenirs pénibles avec son conjoint, autant on ne doit pas en attendre autre chose qu'empathie et réconfort, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais attendez. Ah ok! Il faut que l'autre aime vos défauts? C'est donc ça? Vous assimilez vos carences à vos défauts? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Des défauts, on en a tous et ils font partie intégrante de notre personnalité. Et parfois, de même notre charme. Un défaut, c'est très relatif en plus, car ce que vous interprétez ainsi peut s'avérer plutôt mignon pour l'autre. Une petite tendance à la jalousie, petite dois-je préciser, peut témoigner d'un attachement intense qui ne souffre pas le partage ou la négligence. Et cette tendance s'amoindrira au fil du temps lorsque vous ne verrez plus que vous dans ses yeux. Par contre, une peur non résolue d'abandon peut s'avérer catastrophique, car conduisant à une jalousie quasi pathologique qui va envahir le quotidien, étouffer l'autre et le pousser inconsciemment à vous fuir. On n'enchaîne pas l'amour pour le garder, on le cultive. Votre conjoint n'est pas votre otage, il n'est pas là pour payer le prix de vos doutes et de vos frustrations. Ainsi, un blocage sexuel se résout sur un divan et pas dans un lit. Et je peux vous garantir que le lit, vous l'apprécierez bien davantage sitôt que vous serez passé par le divan. Et quand je dis vous, je pense aussi à votre conjoint. Pour se laisser aimer, il ne faut pas nécessairement être beau, intelligent et riche. Cette image d'Épinal est hyper réductrice et ne peut conduire qu'à cet adage absurde qui ne mène qu'à l'inaction. Le bonheur, c'est seulement pour les autres. Ben non, le bonheur, c'est pour tout le monde. Tout du moins, ceux qui décident de prendre leur vie en main, de chercher à décrypter les mécanismes enfouis de leurs échecs récurrents, en substance, ceux qui décident d'agir pour ne plus jamais avoir à subir. Se laisser aimer, c'est avoir appris à reconnaître dans le regard de l'autre tout ce qu'il y a de bon en nous. C'est accepter que l'autre nous offre son amour, accepter qu'il pénètre ce que nous sommes et qu'il s'y sente bien, et que de cette harmonie naisse une complicité, une réciprocité, un échange et une fusion du sentiment amoureux. Il n'y a pas plus égoïste que vouloir être aimé alors qu'on est incapable d'en faire autant pour soi. Toujours je. Mais comment pouvez-vous décemment exiger de l'autre qu'il s'adapte à vos vieilles blessures que jamais
vous n'avez tâché de penser. Pour aimer l'autre, il suffit juste d'une rencontre, mais pour parvenir à pactiser avec soi-même, il faut du travail et du courage. Apprenez donc à vous aimer. Ne vous cherchez pas des excuses et faites fi des prétextes. Travaillez sur vous. Au besoin, faites-vous aider. Mais cessez de pleurnicher sur votre triste sort en invoquant le hasard et le malheur. Le malheur, c'est la mort, la maladie, le handicap, l'exclusion de la précarité. Le malheur est indépendant de notre volonté, il nous tombe dessus et il nous faut y survivre. Là, il faut relativiser. Nous parlons de choses qui peuvent trouver leur solution, à condition de les chercher et de ne pas se complaire dans une fatalité mortifère. Personne ne m'aime parce que je suis ronde, ou parce que je suis sexuellement coincée, ou parce que je suis sotte, ou parce que mes parents ne m'ont jamais valorisée et que je n'ai pas confiance en moi. Mais merde quoi! Bougez-vous! Changez! Plaisez-vous et vous plairez! Rien n'est figé, tout peut évoluer. Pourquoi pas vous? Qui vous en empêche? Personne. Ah si! Vous. Parce qu'il est plus facile de pleurer dans les bras de la bonne copine ou sur un mur Facebook que sur un divan, et qu'il est moins douloureux de s'habiller XXL que de vomir ses tripes au premier kilomètre de footing. Oui, ça fait mal d'entendre ça, mais ça fait moins mal que certains sourires condescendants. J'ai été au-delà de ronde. Je me suis trouvée sotte, transparente, inutile, inculte, et par pudeur, je n'évoquerai pas le reste. Et oui, j'ai changé. Et oui, j'ai souffert pour changer. Mais putain, je ne regrette rien. Oui, c'est quelqu'un qui a été à la place de certains d'entre vous qui sont choqués par la violence de ces mots qui parlent. Oui, c'est quelqu'un qui a décidé un jour d'agir et de cesser de subir. Et cesser de subir, ça se fait dans la douleur et la volonté. Mais je vous promets que ça vaut la peine. Je n'en dirai pas davantage car ce serait dévoiler une partie d'un projet futur. Mais pour fermer cette parenthèse, dites-vous bien deux choses. Ce n'est pas votre faute si vous en êtes là et vous ne serez pas seul à vous battre. Alors oui, vous serez à même d'être aimé parce que vous aimerez ce que vous êtes. Vous serez aimé pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous serez devenu. D'ailleurs, vous ne serez pas devenu quoi que ce soit. Vous aurez juste fait renaître tout ce dont les agressions extérieures vous avaient privé jusque-là. Faites-vous confiance, faites-vous aimer, mais avant, apprenez à vous aimer. J'entends déjà certains arguments chocs dont le « je m'aime comme je suis avec mes 100 kilos et il m'aime aussi ». Eh bien si c'est le cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, ne changez rien. Pour ma part, je m'adresse seulement à celles et à ceux qui souffrent, pas à ceux qui sont heureux. Mais bon, je papote, et le quart d'heure de Rachel va finir par prendre des allures de mercredi de Rachel. Ben oui, j'avoue, je suis bavarde et c'est un défaut. Ok, seulement voilà, celui-ci, j'y tiens et je le garde. La semaine prochaine, je vous parlerai des choix. Je m'explique. Nous faisons tous des choix, bons ou mauvais, mais toujours propres à nous-mêmes. Dans cette mesure, quelle légitimité les autres ont-ils pour les mettre en cause, voire les contester? Je vous laisse méditer sur la question. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo. J'attends vos réactions pour ce qui concerne celles que vous venez de visionner, toujours attentive à vos critiques constructives et toujours sensible à vos encouragements. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Salut!